Qu'est-ce que vous diriez si le meilleur jeu d'horreur moderne était en réalité un jeu de 98 complètement réinventé ? J'ai un faible assumé pour Resident Evil, et soyons honnêtes, ces dernières années on a bien été servi. Après Resident Evil 6 et ses retours tièdes, Capcom n'a pas juste corrigé le tir, ils sont revenus à l'essentiel, ce qui avait fait la gloire de la licence. On a eu de nouveaux épisodes, et puis des remakes qui font revivre des jeux légendaires. Celui qui m'a réellement surpris, c'est Resident Evil 2. Les jeux de cette époque étaient en caméra fixe, et pourtant, ils ont décidé de tout repenser et de reprendre les personnages, l'histoire, mais avec des codes beaucoup plus modernes. Et comme chronologiquement c'est aussi la première rencontre avec Léon et Claire, c'est un jeu central dans la licence. Alors aujourd'hui, samedi oblige, on va parler de Resident Evil 2. Quand on lance une nouvelle partie, le jeu nous demande de choisir. On peut partir avec Léon ou avec Claire. Sauf qu'ici, ce n'est pas un niveau de difficulté déguisé. Selon le personnage qu'on choisit, ce n'est carrément pas le même jeu. Du coup, moi, je pars sur Léon. Et là, le jeu enchaîne directement sur une cinématique. On y suit un routier, posé dans la cabine de son semi-remorque, en train de manger un burger. À un moment, sa radio le distrait. Il lâche le volant 2 secondes, et il heurte une femme, à pleine vitesse. Sauf que, quand il descend pour voir, la personne n'est pas morte, alors qu'elle devrait vraiment être morte. Le jeu nous fait une promesse. Ce qu'on pensait avoir laissé derrière nous dans un manoir n'est pas resté sagement enfermé. Au passage, comme j'avais dit plus tôt, c'est une série de vidéos. Je vais souligner pas mal de liens avec Resident Evil 1. Donc si vous voulez capter tous les détails, n'hésitez pas à jeter un œil à l'épisode précédent. Après ce moment, le jeu enchaîne sur une nouvelle cinématique. Cette fois, on voit Léon conduire une voiture de nuit. Il est tout jeune, ça fait bizarre. Il s'arrête à une station-service pour faire le plein. Sauf qu'au moment de remplir le réservoir, on capte un truc. La supérette semble vide. Étrangement vide. Alors Léon décide d'aller voir, et rapidement, on tombe sur le gérant, assis, amoché, en train de se vider de son sang. On devrait l'aider, appeler quelqu'un, mais derrière, dans la réserve, on entend des bruits de lutte, des chocs, des grognements. Alors on va voir. On pousse la porte, et là, le jeu commence direct. Un policier lutte contre un zombie, sauf qu'il n'arrive pas à le contenir. Le monstre renverse le flic, se jette sur lui, et lui arrache la gorge. Du coup, Léon sort son arme, c'est la première vraie prise en main. Premier tir, quand on revient en arrière dans le magasin, l'homme qui était blessé se relève, lui aussi nous attaque, et des clients se lèvent à leur tour. C'est une foule. Alors on court, on fonce vers la sortie, on slalome entre les rayons et on essaye juste de ne pas se faire attraper. Et pile au niveau de la porte, on tombe sur Claire. Elle débarque en même temps que nous, comme si sans le savoir on s'était donné rendez-vous. Sauf que dehors, ça grouille déjà, et on n'a pas le luxe de faire les présentations. On est deux, on est vivants, et ça suffit pour courir dans la même direction. Alors les deux personnages se précipitent sur la voiture qui appartenait au policier et s'enfuient à pleine allure. À partir de là, dans l'habitacle, pendant 2 secondes ça redescend un peu. Les deux personnages échangent, se présentent. Claire Redfield, c'est la sœur de Chris, un des personnages du premier jeu. Chris a disparu, et la dernière piste la ramène à Raccoon City. Donc elle a roulé jusque-là pour le retrouver. Et Léon, de l'autre côté, débarque tout juste. Nouveau flic, affecté à la police de Raccoon City, et techniquement, c'est sa première nuit. Il n'était jamais venu dans cette ville avant. Au bout d'un moment, on arrive enfin à Raccoon City. Et là, on comprend tout de suite que ça va pas. Des voitures arrêtées, partout. Des gens qui ont juste abandonné, en plein milieu. On avance au pas, coincé dans ce bordel, et dans les haut-parleurs de la ville, il y a une annonce. On nous dit que des émeutes se propagent et qu'il faut se réfugier au commissariat. Que le commissariat, c'est sécurisé. Le pire, c'est qu'on sait déjà ce qui se passe. Le virus T s'est propagé. On a des informations que Léon et Claire n'ont pas grâce au premier jeu. Umbrella, une multinationale pharmaceutique qui fabrique secrètement des armes biologiques, a conçu ce virus. Ça transforme des gens et des animaux en monstres. On a vu ce que ça fait. On a vu à quelle vitesse ça se propage. On pensait que c'était fini, mais non. Le virus a trouvé un moyen. Claire commence à montrer des signes d'inquiétude, alors Léon essaye de la rassurer, comme il peut. Sauf qu'au milieu de la discussion, le camion surgit. Le semi du routier qu'on avait suivi plus tôt. Il déboule et il coupe la route d'un coup. Léon et Claire se retrouvent bloqués, ils doivent continuer. Donc on descend, on avance, sauf que la ville est infestée. Des hordes de zombies s'approchent des personnages. On n'a pas le temps de s'organiser, on court sans réfléchir, on prend une rue, on esquive. Et dans le chaos, Léon se retrouve séparé de Claire. Alors on continue comme ça, en mode automatique, jusqu'à voir le commissariat. Et quand on entre, on souffle une demi-seconde. Juste une demi-seconde, parce que ce qu'on voit, c'est pas rassurant du tout. Des barricades, des traces de lutte, des coins fermés à la va-vite. Le virus est entré ici aussi, et ça a mal fini. Et là, au détour d'un couloir, il y a un hurlement, un rideau de fer, des bruits derrière, ça grogne. Le rideau est à peine relevé. Un policier essaye de ramper dessous, en panique, pour échapper à ceux qui se trouvent derrière. Alors Léon tente de l'aider. Il tire sur ses mains, de toutes ses forces, sauf qu'il est trop lent. L'homme se fait couper en 2. C'est sa partie supérieure mutilée, encore consciente qu'on ramène. Ce commissariat, c'est pas un endroit sûr. Pas du tout. C'est un mouroir, un massacre qu'on doit limiter. Alors on continue. Et puis on tombe sur quelqu'un. Marvin, un policier. En théorie, c'est le supérieur de Léon. Il est vivant, mais il est blessé. Il s'est fait mordre, moi je sais ce que ça veut dire, mais Léon, lui, n'a pas encore compris. Et Marvin, il garde une lucidité presque irréelle. Il parle, il guide, il essaye de rassurer Léon. Il le briefe pour qu'on ne reproduise pas ses erreurs. Quand on croise ces choses, on ne doit pas hésiter. On tire, peu importe qui c'était avant.
Selon Marvin, la seule solution à présent, c'est sortir d'ici. Sauf qu'on ne peut pas sortir par devant, la horde qu'on a dû fuir avant nous y attend. Alors il nous parle d'un passage caché, dans le commissariat, un moyen de s'enfuir sans traverser les rues. Du coup, on commence à fouiller, on retrouve la boucle du premier jeu. Le commissariat est grand, donc on fait des allers-retours. C'est un nouveau labyrinthe de portes verrouillées et de puzzles. On ramasse un objet, on le ramène à un endroit vu il y a 10 minutes pour résoudre une énigme qu'on a gardée en tête, et ça débloque un accès, puis un autre. Bref, on connaît. On remarque une statue dans le hall, il y a 3 emplacements. On comprend qu'il faut qu'on cherche 3 médaillons pour déverrouiller quelque chose. On retombe aussi sur les machines à écrire. Dans le Resident Evil 2, le remake, ils ont enlevé les rubans pour les niveaux de difficulté normaux. On peut sauvegarder sans limite, ça enlève une énorme tension. Par contre, on découvre une nouvelle ressource limitée, les planches. Certaines vitres sont cassées. Des zombies s'en servent pour entrer régulièrement, alors on peut les barricader. Une fois posées, c'est consommé. On doit donc réfléchir aux vitres qui nous semblent les plus critiques, qu'on veut bloquer pour rendre la navigation plus vivable. Et du coup, on retrouve la recette. On rationne les soins, les munitions, les planches. On a peur des monstres qui rôdent, mais on a aussi peur du manque. Donc on avance comme ça, en comptant, et pendant qu'on compte, on tombe sur des scènes angoissantes, des flics massacrés, des couloirs saccagés. Au milieu de l'horreur, on trouve aussi une armurerie, plein d'armes et d'objets utiles, dans des casiers, derrière des verrous. Sauf qu'au début, on n'a rien. On regarde juste, sans pouvoir y accéder, et petit à petit, ça se débloque. On récupère un fusil à pompe, on sent qu'on progresse. Pendant notre navigation, quand on repasse par le hall, on recroise souvent Marvin. Il donne des consignes, et il garde la tête froide, sauf qu'à chaque fois, il a l'air encore plus mal. Quand on s'éloigne, qu'il ne sait pas qu'on est là, on l'entend se lamenter. Il souffre. Son corps est en train de lâcher sans lui demander son avis. Au fond, Léon espère trouver une solution. Rien ne dit qu'il n'existe pas, quelque part, un antidote. Alors on se presse, on court dans les couloirs. À un moment, on passe par la cour du commissariat. Et là, on retrouve Claire, dehors, de l'autre côté. On ne peut pas la rejoindre, il y a une porte grillagée. On échange quand même. Léon essaye d'être rassurant. On va s'en sortir, on va trouver un truc. Sauf que l'échange ne dure pas. Comme les fois précédentes, l'interaction entre Léon et Claire est interrompue, parce qu'un hélicoptère sur le toit explose juste à côté. L'explosion ne nous touche pas directement, mais le bruit, lui, il réveille la ville. Pas le choix, Claire doit courir, et Léon retourne à l'abri dans le commissariat. Alors on reprend l'exploration, on fouille, on essaye de comprendre le puzzle géant qui nous fait face. Et puis au bout d'un moment, à force de recherche, on réussit, on trouve les 3 médaillons, ceux nécessaires pour la statue dans le hall. Ça débloque un accès pour un sous-sol caché. Sauf que là, ça ne s'arrange pas du tout. La situation s'aggrave encore. D'abord, on entend des bruits, et puis on voit une silhouette. Quelque chose qui a l'air vaguement humain. Sauf que sur un côté, le corps est déformé, une épaule gonflée avec un œil là où il ne devrait pas y avoir un œil planté là, dans la chair jaunâtre qui s'ouvre. Est-ce que ça nous regarde? Est-ce que c'est seulement conscient? Le jeu ne nous laisse pas vraiment le choix, on doit affronter la créature. Ce combat est oppressant, la pièce est minuscule, on tourne. On essaye de semer le monstre, lui, il avance, il charge. On n'a pas le droit à l'erreur, on doit tirer dans l'œil de la créature. Alors on vise, on recule, on recommence et au bout d'un moment, il faiblit. L'œil devient rouge écarlate, et dans un mouvement de panique, il finit par tomber de la plateforme où on se trouve. Alors on fuit, rapidement, en laissant cette chose derrière nous. Un peu plus loin, une cinématique se déclenche. On rencontre enfin quelqu'un qui semble normal, Ada. Elle sort un badge du FBI. Sauf que quand Léon l'interroge, elle coupe court. Info confidentielle. Avant de partir, elle donne un conseil, qui sonne comme un ordre. Arrêtez les questions et trouvez une sortie. Vite. Léon essaye de la suivre, sauf qu'elle bouge trop vite. Elle passe une porte, et quand on arrive, elle est déjà loin. Donc on décide de remonter dans le hall, pour faire le point avec Marvin. Sauf que Marvin, c'est plus Marvin. On savait que ça allait arriver. On le voyait s'affaiblir au fil des échanges. Mais au fond, comme Léon, on s'accrochait à un micro-espoir, une idée stupide, irrationnelle. Là, la réalité reprend sa place. Marvin se lève. Il est défiguré, il grogne, et puis il attaque Léon. Alors, on se rappelle le conseil qu'il nous a donné. C'était presque un ordre d'un supérieur qui souhaite protéger son équipier. Quand on croise ces choses, on ne doit pas hésiter, peu importe qui c'était. Alors, on tire. Et franchement, ça fait un truc. Marvin, c'était pas un PNJ de plus. C'était le seul flic vivant qu'on a croisé ici. Le gars qui nous a aidés, conseillés, qui a tout fait pour sauver ce qu'il restait à sauver. Alors on continue, parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est plus exactement pareil. Maintenant, on se sent vraiment seul. Au passage, le jeu profite de ce moment lourd pour ajouter un nouvel ennemi, les liqueurs. La première fois qu'on en croise un, on comprend que la difficulté c'est pas la même qu'avec les zombies. C'est un corps sans peau, la chair à vif, une longue langue faite pour attraper, le cerveau exposé. La créature peut grimper grâce à ses griffes acérées. Là où un zombie avance en traînant, lui, il chasse, il est plus rapide, plus violent, et surtout, il est aveugle et ultra sensible au bruit. Donc courir, tirer, paniquer, c'est exactement ce qu'il réveille. Du coup, on reprend l'exploration, mais plus comme avant. Chaque couloir peut se transformer en piège si on fait trop de bruit. On déverrouille des raccourcis, on ouvre des portes, on apprend le plan par cœur, juste pour éviter de repasser dans les zones où ça s'agite au plafond. On continue à ramasser des objets, des clés, des pièces, des trucs qui servent 10 minutes plus tard. Et surtout, comme dans le premier jeu, on récupère des notes. Resident Evil raconte une grosse partie de son histoire avec des documents écrits qu'on récolte en fouillant. On comprend que l'effondrement ne s'est pas fait en une nuit. On arrive après la vague, dans les restes. Les effectifs ont tenu, puis ils ont lâché, et le commissariat est passé de refuge à piège mortel.
Marvin lui-même en parlait déjà comme un endroit qui allait tomber et il essayait d'organiser une évacuation. Puis le nom revient encore. Umbrella. Des rumeurs, des installations souterraines. Il y a une intention humaine derrière cette catastrophe. Et puis on apprend qu'il existe une arme biologique supérieure. Quelque chose de pire que le reste. Un nettoyeur qui peut être lâché pour effacer les témoins qu'un Umbrella a besoin. Et justement, pendant notre exploration, à un moment on doit éteindre l'incendie provoqué par l'hélicoptère un peu plus tôt. Alors on comprend le problème, on trouve le moyen d'éteindre l'incendie, et on se dit ok, c'est bon. Sauf que c'est là que le jeu révèle sa pire menace. Le nettoyeur. On le voit arriver, et on comprend direct. Un géant, manteau long, chapeau, le visage fermé, sans expression, comme un bloc. C'est le monstre qui a fait la réputation de Resident Evil 2 et de son remake, Mr. X, comme la communauté l'a surnommé. On avait déjà croisé un tyran dans le jeu précédent, lâché dans le labo, puis la course jusqu'au toit. Sauf que là, c'est encore pire. Umbrella a amélioré son arme. Ce truc a une mission, récupérer un échantillon du virus et éliminer tous les survivants qu'il trouve. Il ne doit rester aucune trace, le pire c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Au mieux, on lui met quelques balles, il s'arrête quelques secondes, mais il revient. Il apparaît là, au milieu du jeu, et il ne nous lâchera plus. Alors l'angoisse monte d'un coup, parce que le jeu continue comme si de rien n'était, les allers-retours, les clés, les puzzles, sauf que maintenant, pendant qu'on réfléchit, lui se balade dans le commissariat. Il nous traque, et il nous trouvera, parce qu'il sait qu'on est là, comme un rat, un peu trop bruyant, acculé dans une maison d'humains. On se cache dans des trous, on évite l'affrontement à tout prix. Naviguer dans le commissariat, c'est plus du tout la même histoire. Chaque balle devient un problème. Si on tire sur un zombie, on peut attirer un liqueur, ou pire, le tyran. Heureusement, il existe une option. Par moments, on l'entend se déplacer parce qu'il est énorme, bruyant, des portes qui claquent, des pas lourds, réguliers. Donc dès qu'on le localise, on se fait discret et on part à l'opposé. On rase les murs, au lieu de courir, on marche. On va chercher une poignée de crics pour déplacer les étagères d'une bibliothèque et ouvrir un passage vers les étages, vers plus d'énigmes. Et quand on finit par réunir ce qu'il faut, on descend. On déverrouille la porte centrale, dans un parking qui donne sur une partie de la ville beaucoup plus tranquille. Sauf qu'au moment précis où on devrait être soulagé, une alarme se met à hurler. Et ce bruit-là, c'est comme un appel. On entend les pas. Le tyran est déjà là. Il nous attrape, il nous bloque, et on comprend qu'on va y passer. Sauf qu'Adam intervient. Un choc énorme, un fourgon blindé de la police qui lui rentre dedans. Ça l'immobilise juste assez pour qu'on puisse s'enfuir le plus loin possible. À partir de là, on fait un bout de chemin avec Ada. On marche dans les rues abîmées de Raccoon City. Elle reste floue, elle donne le minimum d'infos. Elle enquête, elle cherche à comprendre ce qui se passe dans la ville. Et puis, au détour d'une rue, un mec nous bloque, fusil levé. Il a pas l'air sûr de lui, mais il nous tient quand même en joue. La mâchoire serrée, on dirait qu'il ne dort plus depuis des jours. Derrière lui, on remarque une enfant, elle est plantée là, un peu plus loin. Elle respire mal, et surtout, elle a ce regard vide, ce regard absent. Léon comprend vite, elle est infectée. Pas encore transformée, mais ça viendra. Sauf que le père ne veut pas l'entendre. Il se met devant, il répète que ça va aller, que c'est sa fille qu'il gère. Et là, Adam intervient, elle sort son arme. Elle vise directement l'enfant, elle insiste. Il faut la battre avant qu'il ne soit trop tard. Alors le père pète un câble, il bloque et il supplie. Léon s'interpose aussi. Il lui demande de les laisser, on n'est pas là pour ça. Et finalement, il parvient à la raisonner. Ada baisse son arme. Le père prend sa fille malade dans ses bras et il fuit. Moi, ça me met surtout un doute à propos d'Ada. Ses comportements sont étranges pour un agent du FBI. Resident Evil 1 nous a appris à nous méfier de Wesker. Est-ce qu'Ada pourrait avoir un lien avec tout ça ? Léon est là, dans les rues de Raccoon City, on marche avec Ada. Léon tente tant bien que mal de lui arracher quelques informations. Finalement, elle lâche des trucs. Elle confirme ce qu'on avait compris avec les notes. Umbrella est le centre de tout. Elle dit qu'elle cherche des preuves, du concret, et surtout une personne. Annette Birkin, une scientifique qui pourrait être encore en vie. Il la suit parce qu'il veut des réponses, et parce que même au milieu de ce chaos, Léon s'accroche à un truc très con. Il est flic, donc il doit aider, il doit essayer d'arranger la situation. Ada nous mène jusqu'à une sorte de bouche d'égout géante qui avale les torrents de pluie qui s'abattent sur la ville. Elle pointe l'entrée et explique que, d'après ses infos, ça mène droit vers les installations secrètes d'Umbrella, sous Raccoon City. Umbrella fait secrètement tourner la ville. Elle emploie une grosse partie des habitations, elle finance tout. Donc quand elle creuse sous la ville, personne ne pose de questions. Donc on descend, on s'enfonce dans ces couloirs qui mènent dans une ville sous la ville. Et puis à un moment, on doit passer en contrebas. On saute dans un canal rempli d'eau. Ada, elle, reste en haut. Et pendant une seconde, on se retrouve seul, en bas. Et là, on entend un bruit. Pas un bruit de zombie, un grondement sourd, un truc massif qui fait vibrer les murs. On comprend qu'on vient de réveiller quelque chose qui n'a rien à faire là. Et puis ça surgit, un alligator démesuré, déformé, une gueule trop grande, le cuir marqué. Donc on court, et c'est presque irréel, une course-poursuite façon Crash Bandicoot. La caméra nous filme de face, on sprint vers nous et derrière, on voit la gueule, la mâchoire qui prend toute la hauteur du tunnel. On évite les morsures, les obstacles. Et au bout, le monstre se coince, il mord un tuyau plein de gaz. Et là, on a une fenêtre, une seule. Léon tire, et tout explose. Ça retombe. On est en sécurité, au moins pour un certain temps. Un peu plus loin, on retrouve Ada. Alors on continue de s'enfoncer dans le lieu, à deux. Et là, en ouvrant une porte, on tombe sur la femme qu'Ada cherche, Annette Birkin. Elle est penchée sur un cadavre, accroupie comme si elle faisait une autopsie. Elle marmonne un nom, à peine audible, William. Ada ne perd pas une seconde, elle l'interpelle. Elle braque Annette et elle annonce la couleur. Elle lui demande le virus G.
Et là, je capte en détail. Ada ne parle plus du tout de FBI. Annette relève à peine la tête. Elle répond froidement que ça n'arrivera pas. Puis elle se penche sur le corps, comme si le temps manquait, et elle y met le feu pour distraire l'attention des personnages. Et puis elle fuit. On se lance derrière elle, dans les couloirs, mais Annette se retourne, et elle tire, sans réfléchir, en rafale. Léon a juste le réflexe de se jeter sur Ada pour la protéger, et c'est lui qui prend. Après cette cinématique, Léon se trouve à terre, à moitié conscient. Maintenant, on joue Ada. Elle s'écarte, elle sort sa radio, et elle parle à quelqu'un. Le ton est sec, les phrases sont courtes. Elle lâche un truc qui nous dépasse, le virus G est peut-être dans le nest. On sait pas ce que c'est, on n'a aucun contexte, mais elle a déjà un plan, elle veut mettre la main dessus avant de demander une extraction. À partir de là, les puzzles reprennent. Notre nouveau labyrinthe, c'est ce dédale de canalisation. On avance dans les couloirs humides, on traverse des passerelles qui grincent, mais surtout, Ada a un outil en plus, une sorte de scanner. En gros, ça sert à voir les circuits, suivre les câbles dans les murs. Les énigmes changent, on doit trouver le bon boîtier à pirater, au bon endroit. Et puis là, au détour d'un couloir, on entend un bruit. Des pas, lourds, réguliers, un son qu'on connaît déjà par cœur. La musique se tend, l'air se serre, et on comprend avant même de le voir, il nous a suivis. Le tyran déboule et ça repart. On doit continuer à pirater, détourner du courant pendant qu'il nous traque. Et dans la précipitation, sans faire attention, on se retrouve enfermé dans un conteneur hermétique. C'est un piège, tendu par Annette. Le sol est en feu, un compte à rebours se lance sur l'écran, 1 minute, pas plus. On fait le puzzle dans la panique. On doit sortir le scanner, pirater un nouveau panneau d'alimentation, puis enchaîner des dérivations, et ce, pendant que les flammes lèchent le sol. Chaque seconde d'hésitation, c'est la mort qui se rapproche. Et quand le dernier verrou saute enfin, on se jette dehors, juste avant que la boîte devienne un four. Sauf qu'à peine libérée, on la recroise et ça recommence. Annette a l'avantage du terrain, elle connaît cet endroit. On l'entend avant de la voir, puis on la repère derrière une vitre, à l'abri, la main déjà posée sur un panneau de contrôle. Elle balance à Ada qu'elle n'obtiendra jamais le virus. Et quand elle reparle du nest, on comprend d'un coup, c'est un endroit. Très probablement le laboratoire dont Ada parlait plus tôt. Ada tente de garder le dessus, elle lui met la pression, sauf qu'Annette ne joue pas. Elle déclenche le mécanisme, et là, le piège s'actionne. Ça avance comme une presse industrielle. Ada tente le tout pour le tout, et saute dans la zone de déchets en contrebas. Le choc est violent, et en bas, elle réalise rapidement que son couteau s'est planté dans sa jambe. Et surtout, elle est coincée là, au milieu des ordures, comme dans une cage. Et là, le jeu coupe. Ça reprend sur Léon. Il se réveille, encore sonné. Il appelle Ada, mais elle n'est pas là. Alors il se lève, et on change à nouveau de personnage. On connaît déjà un bout du chemin. Les accès qu'on a ouverts pendant la séquence d'Ada sont restés ouverts, donc la navigation est plus simple, mais les égouts sont encore remplis de problèmes à résoudre. Des pièces d'échecs à récupérer et à placer au bon endroit. On remonte, on traverse des passerelles. À un moment, dans un endroit où l'eau est profonde, on tombe sur les monstres G. Un truc qui rampe dans l'eau, qui nage vite, qui disparaît sous la surface, puis qui ressort juste devant nous. Un corps difforme, comme s'il avait été fabriqué trop vite, trop mal. Et eux, ils ont ce même détail qu'on avait aperçu plus tôt. Cet œil immonde, greffé monstrueusement dans la chair, planté dans l'épaule, comme une cible vivante. Alors on avance au milieu des horreurs, on fouille, on récupère des objets, on trouve encore des notes, des papiers, des messages. Petit à petit, ces notes dressent un tableau. Ces égouts, c'est pas juste des tunnels crades, c'est une installation gérée, reliée à Umbrella. Comme on l'avait supposé, le Nest, c'est bien le laboratoire qu'on cherche. Sauf que quelque chose a mal tourné. On sent que ça a dégénéré d'un coup, on parle d'alarmes partout, de coups de feu. Et puis à un moment, on trouve une cassette VHS qui nous permet de comprendre. La vidéo est filmée par un scientifique. Il parle à quelqu'un, il respire mal. Il filme un couloir de labo, pendant que des soldats avancent. Il tire. Comme s'il voulait faire disparaître des traces. Et puis, d'un coup, on aperçoit une silhouette humaine, à peine dans le champ, qui fait tomber une fiole par terre. À mesure que la vidéo avance, la silhouette se déforme, comme si la personne s'était injecté quelque chose. C'est là que le monstre à l'œil du commissariat est né, dans une tentative désespérée de se défendre des militaires. La créature attrape alors le militaire, et le balance comme une poupée. Puis, avant que la vidéo ne soit coupée, on remarque un détail. Des rats lapent le liquide qui coule de la fiole. Et puis, ils disparaissent. C'est peut-être eux qui ont fait circuler le virus jusqu'aux égouts, puis dans la ville. Quand la caméra revient sur Léon, il a la même intuition. Il commente. Le virus, je parie que ces rats l'ont propagé. Alors, on reprend l'exploration dans les égouts, on remet le courant, et là, au-dessus de notre tête, ça cogne. Des coups sourds. Puis un bras traverse le plafond. Le monstre du commissariat nous a suivis. Ça perce, ça essaye de nous attraper. On esquive, on se colle au mur. On sort du piège en courant. On se retrouve dans une zone de chantier avec une grue. Et là, il apparaît enfin. Mais il n'est plus le même. On dirait que la mutation a continué. Son corps a gonflé, comme si ça poussait à l'intérieur. Son bras droit, c'est plus un bras, c'est une masse. Les yeux se sont multipliés, ouverts, humides, qui regardent dans tous les sens. Comme précédemment, l'espace est restreint, donc on tourne en rond, en essayant de conserver une distance. On vise les yeux quand il s'ouvre, sauf qu'il avance quand même, il charge. Du coup, on décide d'utiliser la grue. On active le panneau, on ramène le gros conteneur au bon endroit. Et là, faut le faire venir, attendre le moment précis où il s'aligne. Et au final, quand ça passe, c'est violent. Le conteneur le percute, il vacille, il essaye de remonter, et puis il finit par lâcher. Et il tombe dans le vide, encore. Un peu plus loin, on ouvre une porte, et derrière on retrouve Ada, blessée, incapable de bouger. On force l'ouverture, on dégage les débris, et Léon comprend tout de suite le problème. Il l'aide alors à se soigner. Il tire sur le couteau planté,
Ada serre les dents, mais il finit par y arriver. Il désinfecte, il fait un garrot. On serre, on vérifie que ça tient. Ada se relève, elle doit continuer, elle a une mission. Alors elle dit à Léon de partir, de se sauver. Mais Léon évidemment refuse parce qu'il est borné, alors il reste. Il la porte à moitié. Ada explique alors la suite de son plan. Il faut aller au Nest, donc on avance. Et on arrive dans une navette. Une petite cabine, sur des rails, planquée là. On monte, les portes se ferment, la cabine démarre et on se retrouve dans ce tunnel. On s'enfonce dans les abysses de Raccoon City. Pendant le trajet, Léon parle. Il espère que le FBI va débarquer chez Umbrella pour les embarquer. Sauf qu'Ada le recadre tout de suite. C'est une affaire fédérale, et lui, il n'est pas mandaté. Et puis, au bout du trajet, la voix de la navette annonce l'arrivée au Nest. Ils prennent une décision. Ada est blessée, elle le sait, si elle veut finir ce qu'elle a commencé, il faut que ce soit Léon qui aille chercher l'échantillon. Alors Léon descend, un peu lourd, parce que la responsabilité est énorme. On vient de quitter les égouts, mais le pire est devant nous. On va rentrer là où tout a commencé. On passe les portes du labo, et ici tout est différent. Dans Resident Evil 1, le labo sous le manoir était rudimentaire. Là, le Nest, c'est l'inverse. Ça ressemble à un vrai site de recherche en activité. Une réception avec un comptoir, des ordinateurs, des couloirs blancs qui brillent. Encore une fois, on a trouvé notre nouveau labyrinthe. Le lieu est sécurisé, on avance avec un bracelet, il y a des niveaux d'accès. Puis on arrive au cœur du labo, un énorme puits vertical, le genre de vide qui traverse plusieurs étages, avec des passerelles qui relient les différentes ailes. C'est un hub, un carrefour, et ça donne une impression bizarre, on est minuscule au milieu de cet endroit. Et quand on continue, c'est encore plus frappant. On passe d'une cafétéria à des zones de test, des salles de contrôle, jusqu'à tomber sur des couloirs où la végétation commence à reprendre sa place, signe que même ici, ça a déjà dérapé depuis longtemps. Dans cette zone, on tombe sur un nouveau type de zombies. Ceux-là ont l'air d'avoir fait symbiose avec les plantes. La chair est prise dans des lianes. Il y a des excroissances oranges qui gonflent sur le corps, des tiges qui sortent. Le pire, c'est qu'ils sont plus dangereux que les zombies classiques. Ils encaissent, ils reviennent. Heureusement, on met la main sur un lance-flamme. Évidemment, ils ont fusionné avec des plantes. Le feu, c'est la solution. Sauf que, comme tout dans ce jeu, l'essence est comptée. Chaque pression, chaque seconde de flamme, ça fait descendre une jauge. Donc on se contrôle. On clique par à coup. Du coup, on fait ce qu'on sait faire. On navigue entre les menaces. On apprend le plan par cœur. Au bout d'un moment, à force de tourner, on finit par trouver l'échantillon du virus qu'Ada recherche. Et comme précédemment, au milieu de tout ça, on tombe sur des mails, des rapports. Et surtout, on tombe sur un enregistrement des forces spéciales. Des voix froides, du jargon militaire. Ils suivent une cible qui se dirige vers la zone ouest pour récupérer le virus G. Alors j'ai une intuition. Je pense avoir compris. Cette cible qu'ils poursuivent, ce scientifique, c'est celui qu'on a vu se transformer dans une autre vidéo. Est-ce que ce serait William Birkin, le mari d'Annette? Et puis comme le jeu nous y habituait, on le retrouve très peu de temps après. On a trouvé l'échantillon. On pense qu'on va simplement rejoindre Ada, que c'est terminé. Sauf que Birkin déboule encore. La mutation l'a encore plus déformé. Et là, Annette se montre enfin. Elle intervient. Elle pousse Léon, puis elle vise. Elle tire sur William avec une arme qui semble faite pour ça. Et en même temps, elle s'excuse, comme si elle parlait à quelqu'un qu'elle connaît. Léon, lui, ne comprend rien. Et pendant que le monstre est sonné, il l'interroge. Annette finit par cracher le cœur du problème. Le virus G, c'est eux. Annette et William Birkin. Ils l'ont fabriqué. Annette essaye de rejeter les torts sur Umbrella, mais Léon la remet face à ses responsabilités. Et au milieu, Birkin bouge encore. Il se relève et bouscule Annette. Et là, vraiment, il n'a plus rien d'humain. Le virus a gagné. Ce n'est plus encore normal. Un côté a gonflé, l'autre suit comme il peut. Il a maintenant 4 bras musclés, plein de griffes. Et il a des yeux, partout, énormes, globuleux. Un œil sur l'épaule, un sur la cuisse et dans le dos. Ça s'ouvre, ça se referme. Et là, il devient beaucoup plus agressif. Il veut nous attraper. Il charge, et quand on réussit à s'éloigner, il nous jette parfois des cuves immenses qu'on doit esquiver. Et puis, à force de tirer sur les 3 yeux, son torse s'ouvre. Une grappe d'yeux immonde apparaît, au milieu du torse, un amas qui regarde dans tous les sens. C'est sa faiblesse. C'est maintenant. On vide tout. Et puis, une fois qu'on a assez tiré dans le cœur à vif, ça explose, ça gicle. William n'est plus qu'un tas de morceaux, éparpillés ça et là sur le sol. Pendant ce temps, Annette, elle est à terre. Elle est blessée, ça semble difficile de parler, comme si chaque mot coûtait. Léon s'accroupit, il essaye de comprendre, il lui demande si ça va. Et là, elle ne tourne plus autour. Elle fixe Léon, elle lui ordonne de détruire l'échantillon du virus qu'on a trouvé. Maintenant. Léon bloque. Dans sa tête, c'est une preuve qu'il doit rapporter à Ada. C'est ce qui fera tomber Umbrella. Donc il refuse. Il dit qu'il va le remettre au FBI. Sauf que Annette comprend. Et elle dit ce qu'elle sait. Ada n'est pas du FBI, c'est une mercenaire qui veut vendre le virus au plus offrant. Mais Léon ne veut pas la croire. Et puis Annette s'évanouit. Après tout ce qu'on vient d'enchaîner, le jeu ne nous laisse pas respirer. Une alarme s'active. Une voix dans les haut-parleurs annonce que la séquence d'autodestruction est enclenchée. C'est exactement comme dans le jeu précédent. Une dernière course avant la fin. Ça fait un peu penser au premier Metroid, où on doit retraverser tout ce qu'on a parcouru, dans l'autre sens, et surtout, dans l'urgence. Sauf que là, de retour dans la salle centrale, on retrouve Ada. Elle boite, elle serre les dents. Et Léon, il a les derniers mots d'Annette, dans la tête. Ça tourne. Alors, sans réfléchir, il lève son arme. Il la confronte à propos du FBI. Et là, Ada change. Juste un petit sourire triste. Un demi-soupir. Alors elle sort son arme aussi. Elle le braque. Les 2 personnages se retrouvent plantés là, au-dessus du vide, avec la sirène en fond. Léon tente un dernier truc. Un bluff. Ce qu'ils ont vécu, c'était réel. Elle ne pourrait pas l'abattre.
Alors il baisse son arme, il croit en Ada. Et il a peut-être raison, parce qu'Ada hésite vraiment. Et au moment où ça pourrait basculer, le labo tremble, le métal craque, un panneau cède, la passerelle disparaît juste derrière Léon. Et justement derrière, Annette surgit. On la croyait morte. Elle tient à peine debout, mais elle est là, avec une arme. Elle tire sur Ada. Ada vacille, et elle trébuche. Léon se jette en avant, il la rattrape, il la retient. On voit l'échantillon du virus tomber dans le vide. Léon force, il s'accroche, il essaye de remonter Ada, mais finalement, elle tombe aussi dans le vide. Léon est là, planté au bord, avec des alarmes assourdissantes en fond. Oui, elle a menti, oui, elle a manipulé, mais elle lui a aussi sauvé la vie. On a couru avec elle, on a survécu avec elle, on a partagé le cauchemar. Et d'un coup, elle n'est plus là. Léon n'a même pas vraiment le temps de reprendre ses esprits. Un chronomètre se lance sur l'écran, 10 minutes, pas plus. Tout va sauter. Alors on traverse et dans une salle de contrôle sur un écran, on tombe sur quelqu'un qui ne devrait vraiment pas être ici. Claire. Elle est dans le complexe elle aussi, dans le même enfer. Léon essaye d'échanger, de comprendre, sauf que la communication est pourrie, ça grésille, ça coupe. On perd des bouts de phrases, et puis ça lâche complètement. Alors on court, encore. On remonte dans le labo aussi rapidement que possible. Des lumières rouges flashent partout, des portes qui se verrouillent, des jets de vapeur qui crachent, des sections s'effondrent pendant qu'on les traverse. On contourne par un autre passage, on saute par-dessus des débris, et même là, le jeu ne nous laisse pas tranquille 5 minutes. Des monstres nous tombent dessus, on doit les éviter, on n'a pas le temps de tirer. Et finalement, pendant qu'on traverse une passerelle, on entend le son. Le pas lourd. Il revient, au pire endroit possible. Le tyran pulvérise le pont, il nous fait chuter en contrebas. On se retrouve coincé sur une plateforme qui descend, bloqué avec lui, pendant que le chronomètre continue de se vider. En regardant plus en détail, on remarque qu'il a changé, son train est arraché, son bras a muté et surtout, son corps est là, dehors, qui bat à l'air libre. Peut-être une faiblesse, donc on essaye de survivre. Il faut seulement que cette plateforme arrive en bas. On tourne, on vide tous les chargeurs, puis sans qu'on comprenne tout de suite, une mallette tombe sur la plateforme, à l'intérieur un lance-roquette. On a déjà vécu exactement ce moment dans Resident Evil 1, sauf que cette fois, c'est Ada qui nous envoie cette arme, on entend sa voix. Elle est là, quelque part au-dessus, et elle lâche un simple « on est quitte », et elle disparaît. Donc on fonce, on ramasse l'arme, on se retourne, et on tire. La roquette fend l'air, et atteint le monstre. L'explosion est démesurée, et quand la fumée retombe, le monstre est vaincu. C'est terminé. L'alarme ne s'arrête pas pour autant, alors arrivé en bas, on continue notre course. Et puis on aperçoit un rail, et un train qui passe. Si on le rate, on reste là. Alors Léon sprint, attrape une barre, il se fait tirer par l'élan. Et là, d'un coup, ça redescend. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y a plus aucun bruit derrière en train de traquer Léon. Il n'y a que le bruit du train qui avance pour sortir d'ici. Alors on ouvre la cabine et on tombe sur Claire. Elle est là, épuisée, sale mais vivante. Et surtout, elle n'est pas seule, il y a une enfant avec elle. On ne la connaît pas, mais on devine que Claire la protège depuis un moment. On voit dans leur regard qu'elles ont traversé autre chose, un autre chemin, un autre enfer. Et puis le générique se lance. Le plus terrible, c'est que Léon et Claire ne savent même pas encore ce qui les attend ensuite. Ils ne savent pas ce qui s'est échappé de Raccoon City. Ils ne savent pas ce qu'Umbrella est prêt à faire pour effacer les traces. D'ailleurs, je ferai peut-être une autre vidéo, du point de vue de Claire, parce qu'au final, c'était seulement la moitié de l'histoire. Là, je n'ai pas parlé de l'enfant qu'elle protège, ni de ce que ça implique pour les Birkin. Donc si vous voulez être notifié pour la suite de ma série, pensez à vous abonner. Et au passage, pour rappel, il y a déjà l'épisode sur le premier jeu, la playlist va s'afficher. Au final, moi, je reste là, quelques secondes, à regarder le générique défiler. Resident Evil 2, c'était angoissant, c'était stressant, mais on arrivait au bout. Enfin voilà, Resident Evil 2, en gros, c'est ça.